Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième vlog du Pumpkin Autumn Challenge. Nous sommes donc actuellement mi-septembre et je débute du coup le deuxième menu de ce challenge littéraire. Deuxième menu qui s'intitule Automne enchanteur. Et j'ai décidé de commencer ce deuxième menu par la lecture qui correspondait à la sous-catégorie Down by the Sally Garden et pour laquelle j'ai décidé de lire Connexion immédiate de Mari H.K. Choi aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc voilà, je vais me mettre à ma lecture et je vous retrouve dès que j'ai avancé un petit peu pour faire un point avec vous. Bon, je vous reprends parce que j'ai bien avancé dans ma lecture de Connexion immédiate. J'en suis, comme vous le verrez peut-être, à la moitié. Vous l'aurez donc compris, ça se lit très vite. Par contre, vous voyez cette petite armée de petits chats pas contents ? Eh bien, ils traduisent mon ressenti quant à la lecture de ce livre puisque j'ai placé un petit chat à chaque fois que je notais un passage qui me faisait littéralement lever les yeux au ciel. Ouais, vous l'aurez compris, pour l'instant, ce livre est bourré de clichés. Bon alors, comme vous le voyez peut-être, les petits signés petits chats sont au début du roman. Début du roman qui correspond donc plutôt à la mise en place des personnages. Donc le problème, vous l'aurez compris, c'est surtout qu'on a des personnages très caricaturaux. Alors je vous avoue qu'au lieu de m'énerver à chaque 2 pages, j'ai décidé de prendre ça plutôt sur le ton de l'humour, en me disant que, bon, valait mieux en rire que pleurer devant la bêtise humaine. Je sais que je vais me faire frapper à dire ça, mais bon. Histoire que vous compreniez un petit peu mieux mon ressenti, je vais peut-être vous lire des exemples de ces différentes choses que j'ai pu noter dans ce roman et qui m'ont littéralement gonflé. Ouais, je crois que c'est le mot, gonflé. Alors, je reprends donc mon petit roman que vous voyez ici. Et dès les premières pages, on se retrouve du coup avec... Ah oui, parce que je vous ai même pas parlé du synopsis de l'histoire. Bref, petit résumé de l'histoire, nous sommes donc en présence de Penny, qui vit seule avec sa mère, qu'elle qualifie elle-même de MILF. Elle a beaucoup de mal d'ailleurs avec le fait que sa mère soit une MILF. Elle a donc beaucoup de mal avec le fait que sa mère se comporte encore comme une jeune, qu'elle se comporte plus en copine qu'en mère avec elle. Elle trouve que sa mère s'habille de façon un peu trop provocante. Bref, vous voyez un petit peu le tableau. Et en parallèle de ça, on a aussi le personnage de Sam, qui est le stéréotype du jeune garçon qui est mal dans sa peau, qui lui aussi a eu une cellule familiale compliquée. D'ailleurs, je ne sais même plus s'il a grandi avec sa mère ou avec ses 2 parents. Bref, toujours est-il que Sam vit au-dessus du café où il travaille comme chef pâtissier. On sait que Sam est toujours accro à son ex avec qui il a une relation, avec qui il a eu une relation plutôt particulière. Toujours est-il qu'à un moment, nos 2 personnages vont se rencontrer et qu'ils vont échanger des textos et devenir un petit peu les confidents l'un de l'autre. Voilà, pour vous dresser vite fait le portrait de ce roman, c'est donc de cela qu'on parle. Sachant que Penny vient tout juste d'arriver à l'université, que pour elle c'est la libération, parce qu'en gros elle a plus sa mère sur le dos. Je disais donc que dès les premières pages, on se retrouve donc avec Penny, avec une jeune fille qu'elle n'apprécie pas, et qui traite sa mère, donc la mère de Penny, de salope et de pute. Oui, c'est écrit comme ça dans le roman. Et Penny, tout simplement, ne réagit pas à ces insultes. Voilà. Je sais pas quoi, moi, quelqu'un qui insulte ma mère de pute et de salope, je pense que j'aurais du mal à garder mon calme. Nous sommes à la page 16 et Penny nous parle de son petit ami actuel, en nous disant clairement qu'il faisait office de bouche-trou, évitant à Penny d'être complètement seule. Surtout que Mark, son petit ami, appartenait à une catégorie bien supérieure à celle de Penny, physiquement parlant. Donc c'est quoi l'idée? C'est que les beaux doivent forcément aller avec les beaux et les moches avec les moches? Oui, je suis dépitée en lisant ce genre de choses à destination, en plus, des plus jeunes, ou en tout cas des ados. Voilà. Continuons dans le délire, puisque arrivé à la page 20, Penny nous dit
N'empêche, Mark n'avait que 16 ans. Et Penny n'avait pas besoin que le FBI débarque dans sa chambre à la fac et l'arrête pour possession d'images pédopornographiques. Alors, faut vous expliquer, en fait, Mark a envoyé des sextos, donc une photo un peu déshabillée de lui à Penny, sa petite amie. Sauf que Mark a 16 ans et Penny en a 17 ou 18. Enfin, je veux bien, mais à un moment, ils ont 1 an et demi de différence. En quoi il y a images pédopornographiques, quoi. C'est juste 2 ados. La réaction est légèrement disproportionnée, je trouve. Légèrement. Ah oui, donc là, on commence le chapitre qui parle de Sam, où forcément, comme je le disais, Sam est un jeune homme torturé qui a dû se débrouiller par lui-même et qui est très gentiment hébergé par son patron au-dessus du lieu où il travaille. Et ce qui m'a fait gentiment sourire, c'est que c'est exactement le même schéma que j'ai retrouvé dans un autre livre Young Adult que j'ai terminé il y a quelques jours. Voilà, je me suis dit, quelle originalité, c'est fou. J'ai l'impression que dans tous ces genres de romans, décidément, les parents sont toujours la cause de tous les maux, que les gamins sont toujours à vivre seuls grâce au bon vouloir d'un bon samaritain. Enfin voilà, je commence à en avoir marre en fait de retomber toujours sur les mêmes schémas. Je suis désolée si ma voix part un petit peu en vrille, mais je crois que je suis en train de tomber malade. Alors là, on est toujours dans le chapitre concernant Sam, où l'un de ses potes lui dit à propos de son ex « Ok, je sais qu'elle était trop bonne. » Non. Non les mecs, on ne dit pas, dans n'importe quelle circonstance, on ne dit pas d'une fille ou d'une femme qu'elle est bonne. C'est pas un morceau de viande quoi, c'est très moche de dire ça. Vraiment. Et je trouve ça nul, une fois de plus, de retrouver ça dans un roman pour ados. Oui, c'est le quart d'heure, je vide mon sac. Hein. Là, il y a trop de choses qui m'ont dérangé dans ce roman. J'avais envie de vous en parler. Désolée, ça tombe sur vous. Page 32, entre parenthèses, les Asiatiques ne se fripent pas. Ok, bah ils seront très certainement très contents d'apprendre ça. À vous tous asiatiques, apparemment, vous n'avez pas besoin de crème anti-rides parce que vous ne fripez pas. Voilà, votre peau reste lisse ad vitam aeternam. C'est quoi cette espèce de préjugé raciste qui n'est pas compris? Là, j'ai pas compris. Et si c'était une note d'humour, je trouve ça très mal tourné. Alors là, on a un gros problème de mise en page, page 39, parce qu'à la place de tous les points d'exclamation, on a des points d'interrogation. Ce qui nous donne du coup des phrases sans véritable sens. Hein. Puisqu'on a du coup, par exemple, tiré à la ligne « je sais », point d'interrogation, alors que c'est une affirmation. Ou encore « merci », point d'interrogation. Sérieusement? Sérieusement? Bon, j'ai bientôt fini de me plaindre, hein, je vous rassure. Je vais pas vous faire tout le livre comme ça parce que vous allez péter un câble. Ah oui, alors là, on a le summum, page 123. On a un personnage qui fait un malaise. Alors, au début, Penny pense que ça peut être une crise cardiaque. À votre avis, comment réagit-elle? Le bon sens dirait qu'elle se précipite vers la personne pour lui parler et surtout prendre son téléphone afin d'appeler les urgences, histoire que quelqu'un vienne en aide à cette personne. Eh bien non. Non, à la place de ça, Penny se dit « Mais mon Dieu, elle n'était pas vraiment en état de faire le moindre truc altruiste. D'abord, s'attacher les cheveux en chignon. Ensuite, prendre un bonbon à l'amande dans son sac. » Oui, parce que la personne qui a fait un malaise, dirons-nous, crée un certain émoi chez Penny. Du coup, avant de porter assistance à cette personne, eh bien, la première chose à laquelle elle pense, c'est d'avoir l'air présentable. Voilà. Alors là, page 179, nous avons ce que j'ai appelé un cliché américain à 2 balles, à savoir « Les Françaises boivent jusqu'à l'accouchement, figure-toi ». Bah oui, c'est bien connu qu'en France, les médecins recommandent à toutes les femmes enceintes de se bourrer la gueule tous les soirs. Voilà, ça fait partie de notre culture, c'est bon pour les fœtus. Vous le sentez venir là, l'énervement? Ah oui, et puis là, un peu plus loin dans le récit, Penny se dit par rapport à un jeune homme qui lui plaît, il serait toujours beaucoup trop vieux pour elle.
parce qu'elle a une réflexion en se disant oui, mais même dans 3 ans, il sera toujours trop vieux pour moi. Oui, bah forcément, dans 3 ans, tu auras 3 ans de plus, mais lui aussi. Jusque-là, c'est logique. Et justement, donc Penny et ce garçon n'ont que 3 ans de différence. Et pour elle, c'est juste insurmontable. Alors, entre le fait qu'elle traite son ex qui a 1 an et demi de moins de bébé et ce jeune homme qui a 3 ans de plus de presque vieux machin, je crois qu'on a un problème avec les âges dans ce bouquin. Je sais pas, elle a une fixette bizarre, Penny, sur les âges, mais... Bref, tout ça pour vous dire que, vous l'aurez compris, cette lecture ne s'annonce pas franchement très très bonne. Et en lisant ce bouquin, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est moi qui bug ou... Parce que, en fait, sur Livre Addict, ce livre n'avait pas une si mauvaise note que ça. Alors que moi, dès le début, je me suis dit, mais c'est franchement pas terrible du tout. Du coup, je suis allée voir si je pouvais trouver des avis sur YouTube qui parlaient de ce livre, et j'en ai trouvé. J'en ai trouvé, dont un de Steph, de la chaîne Piketty, que j'adore, que je suis. Sauf que dans cette vidéo, elle a parlé de ce livre vraiment avec beaucoup de qualité, de qualificatifs, voilà... très positif, et j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, vraiment, si vous avez lu ce bouquin, dites-moi si c'est moi qui, je sais pas, qui fait une fixette, qui bug sur ce livre, mais pour l'instant, je trouve ça, de mon point de vue, je dis bien que c'est mon point de vue personnel, je trouve ça mauvais. Donc j'avoue que je ne comprends pas vraiment la note qu'il a et les bons avis que j'ai pu en entendre, parce que il y a tellement de choses qui me choquent dans ce roman, que personnellement j'ai du mal à voilà, passer outre. Puis alors, enfin voilà, le fond de l'histoire, c'est cousu de fil blanc, c'est bourré de clichés. Je sais pas comment ça va se terminer, mais je suis pratiquement certaine que voilà, ça va pas être une lecture extraordinaire, loin de là. Bref, j'arrête là parce que vous allez dire que je ne suis là que pour descendre ce bouquin, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que à côté de ça, comme je l'ai dit, hein, j'en suis déjà à la moitié, donc clairement ça se bouffe, ça se lit extrêmement bien. Mais voilà, j'avais besoin de vous faire part un petit peu de ce qui, moi, me choque. Et je vous ferai un débrief complet lorsque je l'aurai terminé. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé et à savoir si ce que je vous ai lu, ça vous choque aussi ou si c'est moi qui ai un problème. Mais vraiment, là, je suis très perplexe quant à cette lecture. J'en perds mon latin. Bref, je vais donc y retourner, je vais me faire un petit thé parce que là vraiment j'ai la gorge qui part en sucette. Et puis je vais admirer le minoucha que vous ne voyez pas mais qui est à côté, trop mignon. Et puis je reprends très vite. Quand je vous disais qu'elle était beaucoup trop mignonne. Décidément mon focus merde à balle. Trop de douceur dans cette boule de poils. Non, je ne suis pas du tout gaga de mon chat. Vous vous trompez lourdement. Oh le petit coach, oh le petit coach. Je profite d'un regain de beau temps dans le nord pour vous faire du coup un petit retour depuis mon jardin. Il y aura peut-être quelques petits bruits parasites, je m'en excuse d'avance, mais voilà. Je voulais vous faire mon retour final concernant Connexion immédiate de Mari H.K. Choi. Et alors je vous le dis tout de suite, personnellement, je n'ai pas aimé ce roman. Alors tout ce que je vais vous dire ici, ce ne sera que mon avis personnel, ne le prenez surtout pas mal si vous l'avez aimé. Mais voilà, je suis là pour vous donner mon avis à moi. Alors oui, ce roman se lit plutôt facilement et d'ailleurs plutôt rapidement, mais je n'ai vraiment pas du tout aimé le contenu de ce bouquin. Je suis désolée. Comme je vous l'avais dit déjà au début de ma lecture, pour moi il y a dedans beaucoup trop de clichés, beaucoup trop de réactions et de situations complètement what the fuck auxquelles je n'ai absolument pas adhéré. Tout dans ce roman était pour moi beaucoup trop attendu et le gros problème surtout c'est que c'était absolument pas réaliste. Et le problème aussi c'est que je n'ai pas aimé et surtout pas compris les deux personnages principaux qui sont du coup Penny et Sam. Mais alors je dois reconnaître que la palme revient vraiment au personnage de Penny que j'ai absolument détesté. Je l'ai trouvée tellement antipathique et surtout elle m'a fait l'effet, vous savez, de ce genre d'adolescente qui est très autocentrée et qui cherche surtout des problèmes là où finalement il n'y en a pas. Et ça m'a légèrement exaspérée. Légèrement.
Je l'ai trouvée extrêmement sévère et désagréable envers sa mère. Alors ok, elle a peut-être pas une mère parfaite, mais j'ai trouvé ses réactions vraiment disproportionnées face à elle. Surtout qu'on comprend finalement assez vite dans le roman que malgré ses défauts, sa mère l'aime énormément. Du coup, enfin voilà, j'avais ce sentiment que ses réactions n'étaient pas très justes envers sa mère et ça m'a profondément embêtée, dirons-nous. Et parfois les réactions dans ce roman étaient tellement absurdes que je me suis demandé véritablement comment l'auteur pouvait écrire des choses pareilles en croyant que l'on allait prendre ça pour des réactions réalistes. À aucun moment les gens agissent comme ça dans la réalité, je sais pas. Je viens de revoir parce que j'avais rajouté quelques petits chats furieux là dans ma lecture et vers la fin je suis tombée sur un passage où Penny, qui est censé être un personnage qui n'aime pas du tout le contact aux autres, qui ne s'attache pas du tout aux autres, se retrouve chez Sam et lui emprunte tout simplement sa brosse à dents, se lave les dents avec sa brosse à dents. Et ça ne semble pas la choquer, alors qu'elle est censée être quelqu'un de très solitaire et qui a du mal avec les autres. Personnellement, je pense être plus ouverte et plus altruiste que Penny, et pour autant, ça ne me viendrait pas l'idée de partager ma brosse à dents ni d'emprunter celle de quelqu'un d'autre. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de réaction que j'ai pas vraiment compris dans ce bouquin. Alors, est-ce qu'il y a juste moi que ça choque ou... Et comme je l'ai déjà dit, Sam est également pour moi un personnage très cliché, ce personnage du jeune homme torturé dont la mère est alcoolique. Alors oui, clairement les mères en prennent pour leur grade dans ce roman, hein. Je ne sais pas ce que l'auteur a contre les mères, mais apparemment elle a un grief assez ancien à régler. Qui est pauvre, renfermé, ténébreux, tatoué et bien sûr forcément plus âgé que notre personnage féminin. Bref, vous l'aurez compris, un schéma que l'on retrouve beaucoup trop, je trouve, dans ce genre de bouquin. Ce n'est là encore que mon avis. Bref, pour moi, tout était beaucoup trop lisse dans ce roman et comme je vous l'ai dit, j'ai levé les yeux au ciel un nombre incalculable de fois, ce qui n'est jamais très bon signe lorsque je lis un bouquin. Voilà. Et malheureusement, la relation entre Sam et Penny ne m'a ni touchée, ni fait rêver. Et je crois surtout que le plus gros problème pour moi avec ce bouquin, c'est que j'ai eu le sentiment que cette histoire avait déjà été écrite 1000 fois. Je suis désolée, je m'embrouille un petit peu, j'ai du mal à parler cet après-midi. Pourtant, c'est dommage parce que dans ce livre, il n'y avait quand même pas tout acheté, si je puis dire, puisque j'y ai trouvé deux éléments qui auraient pu être hyper intéressants s'ils avaient été creusés. Un élément qui concerne Penny et un élément qui concerne, on va dire, un jeune garçon que Sam rencontre. J'ai trouvé que ce qui se passait entre deux était franchement super intéressant. Ça aurait pu donner du relief à ce récit et malheureusement, je ne sais pas pourquoi l'auteur a pas du tout creusé ces deux éléments-là et c'est bien dommage parce que du coup, le roman se concentre vraiment plus sur les échanges entre Penny et Sam, leur relation, blablabla. Et moi, clairement, c'est ce qui m'intéressait le moins dans ce bouquin. Sauf que ça représente à peu près 95% du roman. En fait, pour moi, ce roman est parfait si vous recherchez une romance guimauve et que le manque d'originalité ne vous dérange pas, une espèce de lecture doudou qui vous fait débrancher votre cerveau. Si c'est ça que vous recherchez, alors cette lecture est vraiment parfaite. Mais moi, malheureusement, ce n'est absolument pas ce que je recherche dans mes lectures et surtout, c'est absolument pas le genre de récit qui me touche. Donc voilà, c'était un gros flop pour ma part. J'ai lu des romans jeunesse et young adulte tellement meilleurs que celui-ci que j'ose espérer que je vais très vite l'oublier. Le problème, c'est qu'il m'a semblé, moi personnellement, tellement mauvais qu'à mon avis, il risque fort de me marquer mentalement dans le temps, justement à cause de son côté extrêmement mauvais, alors que je préférerais clairement l'oublier et passer à autre chose. Mais me connaissant, je pense que malgré tout, je vais m'en souvenir un moment pour tous ses défauts. J'ai rarement aussi peu aimé un roman et je vous ai rarement fait des retours aussi négatifs, dirons-nous, sur la chaîne, mais voilà, c'est mon avis sincère. Et du coup, je dois reconnaître que je ne vois absolument pas à qui je pourrais recommander ce roman. Voilà, pour moi, ouais, il y a tellement de choses qui existent, tellement de livres et surtout tellement
de romans meilleurs en jeunesse et young adulte que pour moi ça vaut pas la peine de s'arrêter sur celui-ci. Et pourtant, comme je l'ai dit, ce livre est plutôt bien noté sur Livre Addict et compagnie. Alors c'est peut-être juste moi qui suis passée complètement à côté, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si toutes les romances young adultes sont à l'image de celle-ci, et ben, clairement je vais arrêter d'en lire parce que ça ne m'a absolument pas plu. Vous l'aurez donc compris, cette première lecture du deuxième menu du Pumpkin Autumn Challenge pour moi était un gros flop. J'ai bon espoir que les lectures suivantes seront meilleures et je le pense puisque j'ai commencé ce livre-ci et que pour le coup c'est bien meilleur. En tout cas, si vous avez des titres de bonnes romances young adultes à me conseiller, surtout lâchez-vous parce que je suis complètement perdue en la matière. Et quand j'essaye des titres par moi-même, pour l'instant c'est pas vraiment une franche réussite. Donc voilà, là pour le coup j'attends vraiment vos conseils. En même temps je dis ça mais non, hein, j'ai quand même eu des bonnes lectures romances young adultes. Je pense par exemple à Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz que j'avais pour le coup adoré. Donc voilà, je perds pas espoir, hein. Je me dis qu'à mon avis dans le genre il y en a quand même des très très bonnes. Donc s'il vous plaît donnez-moi les titres parce que là je désespère un petit peu après avoir terminé cette lecture. Et vous l'aurez donc compris, j'ai commencé À marche forcée de Slavomir Ravic aux éditions Phébus d'ailleurs. Et pour l'instant, je me régale. Alors on n'est pas du tout dans le même style de roman, pas du tout, puisqu'ici on est supposément dans un témoignage. Je dis bien supposément parce qu'il existe une controverse, dirons-nous, autour de ce roman. Je vous en avais déjà un petit peu parlé, puisque certains experts en fait disent que Slavomir n'a pas pu vivre tout ce qu'il raconte dans ce roman. Voilà, moi je me fiche un peu de savoir si la controverse dit vrai ou pas. Je lis ce livre pour son côté aventure, évasion et dépassement de soi, mais voilà, je m'en fiche un petit peu de savoir si tout y est vrai ou pas. En tout cas, on va suivre du coup le destin et l'itinéraire de Slavomir Ravic, qui est un Polonais qui a été condamné à 25 ans de travaux forcés dans un camp en Sibérie par les Russes et qui va s'échapper avec ses codétenus, en tout cas avec certains de ses codétenus, de ce camp, de ce goulag, pour se rendre en Inde, il me semble. Donc ils vont faire tout un périple, et ils vont traverser je ne sais combien, le millier de kilomètres pendant des mois, il me semble que ça va durer. Donc là, au début du roman, par exemple, on a une petite carte, voilà, qui vous montre un petit peu le parcours qu'ils vont faire. Et pour l'instant, c'est très bon, j'en suis à la page 44, on a suivi le procès de Slavomir, on sait un petit peu pourquoi il s'est retrouvé là, ou plutôt pour les non-raisons pour lesquelles il s'est retrouvé là, puisqu'il est accusé d'être un espion polonais qui a du coup espionné les Russes, sauf que lui se défend complètement de ça, et il a été un petit peu inculpé alors qu'il n'y avait aucune preuve tangible contre lui. Toujours est-il que malheureusement dans les années 40 en Russie c'était comme ça, d'ailleurs aujourd'hui à mon avis ça doit pas être beaucoup mieux. Toujours est-il que voilà, là il est en train de faire le voyage en train pour se rendre au goulag, et le style d'écriture est juste pour l'instant sublime, très littéraire. Je suis à fond dedans et je vous en reparle très vite. Et je vais profiter du reste de cette journée ensoleillée pour me remettre à l'aise et continuer un petit peu cette lecture avec ma petite boisson pomme concombre menthe qui me fait énormément de bien par ce temps, et je vous retrouve très vite pour vous en dire plus. Bon, c'est clairement la débandade dans mes lectures. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce deuxième menu du Pumpkin Autumn Challenge.
mais j'ai commencé beaucoup trop de lectures en même temps. Je suis toujours sur À marche forcée, j'approche doucement de la fin, j'aime beaucoup, mais en ce moment, j'ai pas vraiment le temps de lire. Beaucoup de boulot et pas mal de choses à faire annexes, du coup j'ai pas avancé aussi vite que je voudrais. On est le 27 septembre ou quelque chose comme ça. Et en parallèle de ça, je n'ai pas pu résister à l'envie de commencer les autres livres de ce menu. J'ai donc avancé dans Le Chant des ronces de Leigh Bardugo. J'en suis au 3e conte, oui, parce que ce livre est un recueil de contes. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est, ma foi, plutôt agréable. Mais voilà, j'ai pas eu le temps d'avancer plus. Et comme si ce n'était pas assez, eh bien j'ai commencé aussi en parallèle Les mythes nordiques de R.E. Page. J'ai pas lu grand chose et je dois avouer que pour l'instant je suis un petit peu déçue. Je pensais vraiment qu'on allait rentrer beaucoup plus dans la mythologie nordique comme ça l'indique. C'est-à-dire que je pensais vraiment en apprendre plus en profondeur sur les dieux nordiques et pour l'instant c'est pas vraiment ça. C'est un livre que je trouve très académique qui passe un petit peu en revue. Je disais donc avant que ma batterie ne se coupe que ce roman passe en revue certains écrits qui sont à l'origine des mythes nordiques, mais de façon assez superflue, en ne prenant que des extraits, dirons-nous. Donc voilà, un petit peu déçue parce que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais n'empêche que je vais aller jusqu'au bout, histoire de voir un petit peu ce que cette essai a dans le bide. Donc voilà, beaucoup de lectures en parallèle et en plus de ça, pour ne rien arranger, demain je pars 4 jours en Espagne et vous vous doutez bien que je ne vais pas emporter tous ces livres, surtout celui-ci qui est très beau mais très grand et assez lourd et pas du tout pratique à mettre dans un sac. Donc le challenge du jour, parce qu'il est 4h30, que je n'ai pas encore fait ma valise, que je n'ai pas fait le ménage chez moi et que j'ai encore moult choses à faire, c'est de terminer À marche forcée, parce que pareil, je ne voudrais pas emporter celui-là qui est un petit peu grand. Je vais plutôt privilégier les poches. Du coup, voilà. J'espère qu'en 1 heure, je vais pouvoir terminer ce qu'il me reste de ce bouquin. Et à mon avis, je vous ferai le débrief lorsque je rentrerai d'Espagne. Ou plus tard dans la journée. Je ne sais pas encore. On verra. Enfin, ça avance, mais c'est un petit peu compliqué. Et bien sûr, vous vous en doutez, je vous embarquerai avec moi dans mon périple espagnol, mais ce sera bien sûr l'objet d'un vlog voyage, donc j'en parlerai pas dans ce vlog-ci. Mais je vous tiens au courant. Et pour ceux qui se poseraient la question, je suis pas certaine que ça soit à l'écran, mais oui, il fait toujours un temps dégueulasse dans le nord. Autant vous dire que je suis plutôt ravie d'aller sous le soleil espagnol pendant quelques jours, histoire de prendre une bonne dose de vitamine D et de vous revenir en pleine forme. Ça y est, je suis enfin revenue de mon petit voyage en Espagne et avant de partir en vacances, j'ai pu terminer À marche forcée de Sławomir Rawicz. Et du coup, il était vraiment temps que je vous fasse un petit retour sur cette lecture. Alors, tout d'abord, pour résumer très rapidement ce bouquin, je dois dire que pour ma part, ça a été une formidable lecture. Et que ce témoignage soit véridique ou non, cela n'a pour moi absolument aucune importance. Ça n'en reste pas moins pour moi un très bel hommage envers toutes ces personnes qui ont fui le goulag, mais également toutes les victimes qui ont péri. Et si on réfléchit de façon plus globale, je dirais même que ce fut un très bel hommage envers toutes ces personnes qui, encore aujourd'hui, se battent et fuient pour acquérir la liberté. La plume de Sławomir est très belle, je l'ai trouvée très littéraire et également très forte à la fois, et ça c'était extrêmement agréable à lire. C'est donc un témoignage poignant qui nous entraîne avec ce groupe de compagnons d'infortune dans une sorte de fuite en avant. Et on se demande à chaque page ce qui les attend, quels obstacles naturels ou non ils vont encore devoir affronter et si oui ou non ils vont enfin réussir à arriver au bout de leur périple. Je me suis attachée à tous les personnages. Pour moi, on ne peut que développer de l'empathie et de l'admiration envers ces hommes, envers leur courage, envers leur abnégation et également envers leur force mentale. Je dois reconnaître néanmoins que je m'attendais à peut-être un petit peu plus d'émotion de ma part. J'ai trouvé le récit parfois un petit peu factuel, mais je pense que ça s'explique tout simplement du fait que Sławomir raconte cette histoire de mémoire. Du coup, forcément, la mémoire humaine n'est pas infaillible. Et par conséquent, il lui manque peut-être parfois certains détails, certains aspects de son aventure.
Ce qui fait qu'on passe parfois peut-être un peu vite sur certaines périodes et que l'on a du coup ces moments très factuels, mais néanmoins c'était très chouette. Je crois que ce qui m'a le plus touchée et marqué dans ce roman, c'est vraiment toute l'aide et toute l'hospitalité que Slavomir et ses compagnons ont pu rencontrer au travers de gens pauvres dont ils ont fait la connaissance durant leur voyage, malgré tout le courage et toute la force mentale dont ils ont pu faire preuve. Ils ne seraient jamais arrivés là où ils sont arrivés sans l'aide précieuse, véritablement précieuse, de ces gens qui n'avaient rien et qui pour autant leur ont toujours ouvert leur cœur, leur ont toujours ouvert leur maison, leur ont fourni de quoi se nourrir, etc. Et ça, c'était juste génial. Selon moi, c'est une belle leçon de vie qui nous montre que malgré toute la motivation dont on peut faire preuve, on n'arrive jamais très loin sans l'aide de nos semblables. Et sans également une petite part de chance, il faut bien le reconnaître. Et encore plus que ça, pour moi, la plus belle leçon de ce roman, c'est véritablement que rien dans la vie n'a plus d'importance ni plus de valeur que le fait d'être entouré. Que ce soit d'amis, de compagnons d'infortune ou encore d'inconnus bienveillants, il n'y a rien qu'on ne puisse surmonter si l'on n'est pas seul, que ce soit le froid, la faim, le deuil ou même encore la douleur. Rien n'est impossible. C'est donc pour moi un très beau récit empreint de nature writing qui m'a emporté d'un bout à l'autre du roman, même si je dois reconnaître que j'ai trouvé que la première partie qui retrace son procès ainsi que le voyage vers le goulag était pour moi peut-être un petit peu long comparativement au voyage vers l'Inde. Je recommanderais donc sans problème ce roman à tous ceux qui souhaitent s'évader tout en découvrant une épopée bien écrite, portée par de beaux sentiments et avec un fond de vérité poignant. Je ne peux juste pas vous dire plus que ça. En tout cas, vous l'aurez compris, pour moi, c'était donc une très très bonne lecture qui rattrape quand même pas mal ma lecture précédente qui était, je le rappelle, plutôt catastrophique. Et maintenant que j'ai terminé à marche forcée, on va arrêter de faire n'importe quoi et on va essayer de clôturer les diverses lectures que j'avais en cours. Pour ça, je suis presque à la fin du Chant des Ronces de Leith Bardugo. Donc là, cet après-midi, la mission, c'est de le terminer. Comme ça, dès que c'est fait, je viens vous en reparler. Entre deux, je vais essayer de vous tourner une petite vidéo, mais vu le peu de pages qu'il me reste, à mon avis, ça va être très vite clôturé. Donc je vous retrouve d'ici la fin de journée pour vous dire ce que j'aurais pensé de ce petit recueil de contes. Mais pour l'instant, ça sent plutôt bon. Ah oui, puis je suis toujours également sur ça, mais là pour le coup, j'avance beaucoup moins vite. Et petit instant de mignonnerie, je ne pouvais pas résister à l'envie de vous montrer mes chaussettes trop cute du jour, parce que c'est des petites têtes de chat. Avouez, c'est trop mignon. Certains diront peut-être que ce n'est plus de mon âge, mais en attendant, je suis trop bien dedans. Et puis, vu la saison, je trouve que ça se prête totalement. Même si là, tout de suite, à l'instant, bon, il fait plutôt beau. Ça y est, j'ai eu le temps de vous tourner une vidéo et également de terminer Le Chant des Ronces de Leith Bardugo. Je n'avais pas fait le rapprochement, mais ce livre est assorti aujourd'hui à mon petit kimono du jour. C'est totalement futile, je sais, mais j'avais envie de le souligner. Bon alors, parlons peu, mais parlons bien. Il faut que je vous dise désormais ce que j'ai pensé de ce bouquin. Et je dois dire que ce recueil des contes a été une plutôt bonne lecture, pleine de poésie, de fantaisie, de beauté, mais aussi de pas mal de noirceur. En effet, ce recueil de contes est pour moi très beau et très inspirant, mais il s'adresse clairement beaucoup plus à un public adulte qu'à un public enfant. Alors, la quatrième nous prévient qu'on entre dans l'univers Grishaverse. Alors, je sais que Leith Bardugo a écrit la saga des Grisha, que je n'ai pas lu, et je dois reconnaître que ça ne m'a pas vraiment peiné dans ma lecture, ça ne m'a pas dérangé. Par contre, ça ne m'a pas non plus donné plus que ça envie de justement découvrir cette saga. J'ai bien sûr aimé certains contes plus que d'autres, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié les messages qu'il délivrait. Alors oui, je l'ai dit, l'objet livre est tout simplement sublime, mais en plus de ça, les illustrations progressives qui sont à l'intérieur de ce roman et qui égrènent les différentes histoires sont juste magnifiques et accompagnent parfaitement les différents contes. Je vais vous faire un close-up juste après pour vous montrer ça. En résumé, ce fut une lecture originale comme j'ai peu l'habitude d'en faire. Une belle parenthèse que j'ai vraiment beaucoup appréciée, même si je dois reconnaître que ce n'a pas été un coup de cœur.
Mais malgré tout, j'ai quand même noté une certaine forme de beauté dans la plume de Laith Bardugo. Vous voulez que je vous montre l'intérieur de ce bouquin? Allez, c'est parti. Le livre se présente donc ainsi, et comme je le disais, à l'intérieur, on retrouve du coup des illustrations qui sont progressifs. Je disais donc avant que ma caméra ne coupe que l'on a des illustrations qui sont progressives et qui du coup deviennent de plus en plus complètes au fur et à mesure que l'histoire se déroule, et je trouve ça absolument génial. Et à chaque fin d'histoire, on se retrouve avec... faut que je le trouve. Regardez-moi la beauté de ces illus. J'en suis juste dingue. Et je disais donc, à la fin de chaque conte, on se retrouve du coup avec une double page comme ça. C'est juste sublime. Et pour la petite info, les illustrations ont été réalisées par Sarah Kippin. Petite pub pour cette personne qui a, je dois reconnaître, beaucoup de talent. Voilà, du coup de mon côté, je vais m'atteler à mes montages parce que je vous ai tourné quelques vidéos aujourd'hui et qu'il faudrait que je monte un petit peu tout ça. Et ce soir, je vais essayer de me replonger dans les mythes nordiques, mais je vous avoue que pour l'instant, ce petit bouquin est assez indigeste. Ouais, clairement, ce sera pas du tout un coup de cœur. Mais bon, comme j'ai envie de réussir mon challenge, je vais me mettre un coup de pied aux fesses et je vais reprendre cette lecture, même si c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Ça y est, je viens enfin vous revoir parce que oui, j'ai enfin terminé de lire Les mythes nordiques de Harry Page. Et vous l'aurez compris, malgré le fait que ce soit un tout petit livre, j'ai mis un petit peu de temps à le lire. Alors vous excuserez le fait que j'ai des cernes énormes sous les yeux ainsi qu'une écharpe alors que je suis chez moi. Mais en ce moment, on est en train de changer les fenêtres à la maison, ce qui fait que la maison est ouverte à tous les vents alors qu'il fait moins 15 dehors, et que du coup je ne dors pas beaucoup. Ceci explique cela. Bref, revenons à nos moutons et parlons donc de ce que j'ai pensé de ce tout petit bouquin. Alors vous vous en doutez, si j'ai mis autant de temps à lire alors qu'il est tout petit, c'est que cette lecture a plutôt été une déception. En effet, tout d'abord, je m'attendais vraiment à ressortir de cette lecture avec un plus gros bagage en termes de culture nordique, je dirais. Et malheureusement, alors qu'il est, c'est pas vraiment le cas. En effet, pour ma part, j'ai trouvé cette lecture plutôt brouillonne. L'auteur, en fait, a fait le choix de parler dans cet essai de certains extraits seulement de plusieurs textes qui sont à l'origine de tout ce folklore nordique, mais sans jamais rentrer dans les détails ni pour l'un ni pour l'autre, et en passant aussi d'un extrait à l'autre, ce qui donne cette impression un petit peu de flou artistique, si je peux dire, et qui m'a du coup un petit peu perdue par moments. Il y a également beaucoup de personnages qui sont abordés et de façon pas toujours très fouillée, et si je devais résumer en fait ce que j'ai pensé de cette lecture, c'est qu'elle m'a tout simplement fait l'effet de lire une sorte de thèse d'un étudiant en folklore nordique, mais une thèse qui serait un petit peu indigeste et pas très pédagogue. Vous voyez un petit peu l'idée? Je me pencherai donc sur d'autres ouvrages autour de cette thématique parce que c'est véritablement une thématique qui m'intéresse et sur laquelle j'ai envie d'avoir un plus gros bagage culturel pour moi-même. Mais je me tournerai peut-être vers des ouvrages un petit peu plus accessibles, un petit peu plus vulgarisateurs et surtout un petit peu plus agréables à lire. Je ressors donc de cet essai avec un petit peu plus tout de même de culture supplémentaire, si je puis dire, mais c'est très loin de ce à quoi je m'attendais et du coup je suis assez déçue. J'ai envie de dire dommage. Alors en tout cas, si vous avez de bons romans ou en tout cas de bons ouvrages à me conseiller en termes de culture sur les dieux nordiques, s'il vous plaît, aidez-moi parce que comme je le disais, c'est vraiment une thématique qui m'intéresse énormément. Mais avec celui-ci, j'ai un peu fait chou blanc. C'est donc ainsi que se termine le deuxième menu du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère en tout cas que mes avis vous auront été utiles. De mon côté, je vais du coup me jeter sur une lecture du menu 3. Mais ça, vous l'aurez compris, ce sera le sujet d'un autre vlog. On n'oublie pas le refrain habituel. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, on met des petits pouces levés pour aider la chaîne. Et pourquoi pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je suis là en commentaire pour vous répondre et pour que l'on puisse échanger autour
de la lecture ou d'autres choses. Enfin bref, pour papoter, vous connaissez la chanson. J'espère donc vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Bien sûr, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et je vous envoie tout plein de bisous et quelques rayons de soleil parce que ici, bah, on en manque quand même grave. Bye!